Bienvenue dans cette émission du 27 janvier 2026, au cours de laquelle nous allons revenir sur le travail de Mattias Desmet autour de la psychologie du totalitarisme. Oh, bien sûr, il existe déjà d'excellents livres sur ce sujet. On peut penser au titre de référence La violence totalitaire de Michel Maffezoli, ses livres plus récents Le temps des peurs, l'ère des soulèvements, le travail d'Ariane Biran, bien sûr, autour de la psychologie du totalitarisme, ainsi que la gouvernance perverse de Marion Saint-Michel. Mattias Desmet, lui, il apporte encore un regard complémentaire à mon sens. C'est un grand spécialiste, le principal expert mondial de ce qu'il a appelé la formation de masse. Nous allons voir dans cette émission de quoi il s'agit. Suite à l'entretien entre Mattias Desmet et Louis Fouché que j'avais rediffusé sur ma chaîne, un certain nombre d'abonnés m'ont fait part de leur sentiment que, l'interview ayant été en anglais sous-titrée en français, il leur aurait été agréable d'avoir une présentation, une synthèse du travail de Desmet en français. C'est ce à quoi je vais m'essayer ce soir ici. Alors rappelons bien sûr que Mattias Desmet est professeur de psychologie clinique et sociale à l'université de Gand. Ses travaux s'inscrivent dans la lignée de spécialistes de la psychologie des foules, titre de référence de Gustave Le Bon, de grands penseurs comme Hannah Arendt, Michel Foucault, et le concept de biopouvoir cher à Hélène Banoun, mais également des références un peu moins connues du grand public comme Eric Hoffer, 1951, The True Believer, psychologie des mouvements de masse, Joost Meerloo, The Rape of the Mind, le viol de l'esprit, 1956, sur le lavage de cerveau et ce qu'il a appelé le menticide. Nous verrons pourquoi c'est important. On pourrait citer encore Jacques Ellul, Propagande, 1962, qui analysait les techniques de propagande contemporaine. Puis bien sûr, David Graeber, l'anthropologue récemment décédé et bien regretté, l'auteur du concept de bullshit job, c'est-à-dire cette idée de perte de sens complet du travail. Ce qui est intéressant avec Desmet, c'est que, ayant travaillé ces sujets de longue date, il a reconnu dans la gestion du crise Covid les mécanismes qu'il étudiait depuis des années. Son livre, qui figure ici à ma gauche et qui est enfin disponible en français grâce à la traduction et la publication des éditions Yves Michel, a été interdit, tenez-vous bien, comme support pédagogique à l'université de Gand, où travaille Desmet, en janvier 2023. Suite à ces passages médiatiques controversés, une commission, et oui, les gardiens de la Révolution ou les commissaires du peuple, ont invoqué des approximations et une science obsolète. Comme si ce qu'on a dégagé de la psychologie des foules au cours du XXe siècle n'était plus d'actualité, ne tenait plus la route scientifiquement. Alors Desmet, bien sûr, a contesté et fait recours, mais toujours est-il que c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit d'une part que l'université est devenue une espèce d'instance de contrôle du savoir, mais non pas de diffusion et de promotion du savoir, excluant le débat d'idées qui est endémique à la pensée académique comme du débat scientifique ou démocratique, mais également qu'il y a une répression de la part des instances mêmes dont Desmet documente les inconduites dans son livre. Alors le concept de base de la pensée de Desmet, c'est effectivement la formation de masse. Alors je remercie Dieudonné Dard, qui est un ancien pilote de ligne reconverti dans la compréhension de ce qui se passe à l'heure actuelle, qui tient un blog sur Substack, une grande vitrine de blog international où il fait connaître en français le travail de Desmet, qui m'a signalé, ou plutôt rappelé, qu'à la fin de l'introduction du livre de Desmet, traduit par Marielsa Salsili, il y a un retour sur ce concept tellement important à comprendre, mais qui est également en grande partie polysémique. Alors le terme originel utilisé par Mattias Desmet, en flamand ou néerlandais, est maasvorming. J'espère que je prononce à peu près correctement. C'est un concept qu'effectivement on traduit en allemand mass forming, mass formation, ce qui veut dire la formation de foule. Une pensée de masse. Encore une hypnose collective ou une mobilisation homogène de masse. De quoi s'agit-il ? On l'a tous compris. C'est en fait le remplacement de la pensée individuelle ou groupale par des pensées collectives
à l'échelle d'une société entière, d'une masse. Et ce mouvement de foule, en quelque sorte, peut être délibérément généré par un ou des acteurs, tels que l'État lui-même, les médias, des corporations, mais pas nécessairement. Parce que la formation de foule est en fait un processus d'hypnose collective, typique des pratiques d'endoctrinement, comme on en trouve dans les sectes, par exemple, ou dans certains partis politiques, où tout d'un coup, il y a une espèce, ou des religions, où il y a une espèce de fanatisme basal qui se diffuse et qui contamine les esprits, et qui conduit à une adhésion collective massive, avec la substitution à la pensée individuelle et critique. Les autres, des groupes peuvent penser ce qu'ils veulent, j'ai mes sentiments et ma pensée qui me permet de garder un recul critique, avec le fait d'être absorbé par une idéologie. Alors dans l'ouvrage de Desmet, les termes création de foule, constitution de foule, phénomène de foule sont également utilisés. Tout ça pour circonscrire le même type de phénomène. Et vraiment, entendons ce dont il s'agit. Desmet parle bien d'hypnose collective. Exactement comme vous avez des hypnoses de scène où les gens finissent par beugler dans leurs chaussures en croyant parler à quelqu'un, eh bien ici, nous avons une hypnose collective qui conduit une population entière à adhérer à des choses absurdes ou délirantes. Il y a 3 signes distinctifs, selon Desmet, à l'hypnose collective. La première, c'est l'incapacité de distance critique. Le narratif peut devenir complètement absurde, les gens y croient quand même. Alors Desmet, par exemple, qui lui-même est statisticien, a repéré que les chiffres donnés pour l'épidémie de Covid étaient totalement incohérents dès le début, dès mars 2020, comme moi-même et d'autres l'avons également souligné, personne ne voulait voir. Quand on a passé un pass sanitaire obligeant des gens à avoir reçu une injection qui n'immunise pas, qui n'empêche pas d'attraper une maladie ou de la passer à autrui pour pouvoir accéder à un certain nombre de choses, la masse n'a pas vu l'absurdité et le côté révoltant en termes de respect des droits constitutionnels de cela. Vous voyez, c'est disparu au profit d'une hypnose collective. Deuxième élément, c'est la disposition au sacrifice de soi. Puisqu'il y a une masse qui se substitue à la conscience individuelle, eh bien, les personnes sont assujetties aux contraintes morales de l'idéologie en question. Alors, il y a un exemple qui m'est revenu à l'esprit, Desmet ne le cite pas, mais j'ai relu L'archipel du Goulag de Solzhenitsyn au début de la crise sanitaire, et il décrit comment des zèques, donc des déportés dans les camps de travail innocents, qui faisaient partie du système, puisque les purges pouvaient s'abattre sur n'importe qui, l'arbitraire devait régner en maître pour que le totalitarisme puisse coloniser les esprits, eh bien ces membres du système qui tout d'un coup se faisaient éjecter dans l'univers des camps avec des condamnations à 10 ans ou 20 ans de camp, continuaient de croire que Staline finirait par s'apercevoir de l'erreur judiciaire. Et donc, ils jouaient le jeu des gardiens à l'intérieur des camps, la délation, la surveillance des autres. Ils partaient du principe que les autres condamnés, eux, avaient fait quelque chose de coupable, et persuadés que leur loyauté finirait, elle aussi, par être reconnue. Voyez ? Et ça n'est pas de la stupidité. C'est de la substitution de conscience individuelle par la conscience collective. Et puis la troisième caractéristique, l'aurons-nous assez vu, hélas, et subi, c'est l'intolérance radicale aux dissidents. Toute personne qui pense différemment doit d'abord être dénoncée comme étant un mauvais objet, comme étant dangereuse, comme étant séditieuse, puis excommuniée, c'est-à-dire exclue de la communion et des espaces de communion sociaux. Le pass sanitaire, c'était ça, c'était pour bannir ces gens de la sphère publique. Et puis enfin, l'extermination qui est l'aboutissement logique de ce processus, parce que c'est un processus de déshumanisation. On se souvient de Macron disant les complotistes et opposants à ma politique ne sont plus des citoyens, ne sont plus des citoyens. Et donc quand quelqu'un n'est plus un citoyen, il n'a plus droit à l'entier des droits qui vont avec le statut de citoyen, et à un moment donné, on peut envisager de l'exterminer une fois qu'on l'a suffisamment diabolisé. C'est une déshumanisation projective
Parce que les personnes qui sont prises dans la dérive idéologique totalitaire, l'hypnose de masse, elles-mêmes se déshumanisent. Et donc, au lieu, dans l'incapacité d'assumer la réalité de ce phénomène, elles déshumanisent leur cible pour se donner une justification à ce dans quoi elles sont engagées. Vous voyez comme c'est fin sur le plan psychologique, mais je crois qu'à la lumière de ce qu'on a vu ces dernières années, c'est particulièrement parlant. Alors Desmet rappelle le témoignage glaçant d'une Iranienne qui a vu une mère passer la corde au cou de son fils pour être pendu, fils qu'elle a elle-même dénoncé comme étant un opposant à la révolution islamique, et qui a reçu une médaille pour son comportement héroïque. Voyez ? Et c'est là où il y a cette dissolution de la conscience individuelle, c'est-à-dire que les liens naturels, affectifs, font que même si votre enfant s'oppose, même avec des moyens illégaux, à un régime quel qu'il soit, vous allez protéger votre enfant. Mais là, la mère a dénoncé et fait exécuter son enfant en étant fière de l'avoir fait. Voilà. Et donc, ce n'est pas qu'il y a une disparition de la morale, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais il y a une substitution. On a vu également en URSS des millions de personnes pleurer Staline à son décès, tout en sachant pertinemment qu'il avait tué des membres de leur famille. Vous voyez, c'est cette adhésion corps et âme à quelque chose qui est totalement contraire à notre nature et à l'éthique individuelle. Mathias Desmet fait aussi rappelle cette distinction qui a été rappelée par ailleurs, mais qui est tellement importante, entre la dictature et le totalitarisme. La dictature, c'est quand il y a un petit groupe qui a pris le pouvoir et qui le maintient par la force ou la terreur. Cela dit, tant que vous ne contestez pas ou ne mettez pas en danger cet accaparement du pouvoir, vous êtes relativement tranquille. Chez vous, vous faites ce que vous voulez, l'important c'est que vous ne soyez pas une nuisance sur le plan collectif. Dans le cadre du totalitarisme, nous sommes avec une masse fanatisée, mais d'une partie qui reste minoritaire de la population. Ça, vous l'avez observé comme moi. Il y a actuellement à peu près 20 à 30% de la population qui a été prise de manière extrêmement active et virulente dans l'hypnose de masse, et qui donc, en quelque sorte, porte l'intention totalitaire. Dans un système dictatorial, si par exemple vous faites un attentat contre le tyran et qu'il meurt, à ce moment-là le système s'effondre. Parce que ça n'est que quelques personnes qui tiennent le tout. Les autres font profil bas pour ne pas avoir des ennuis et parce que la force est du côté de la tyrannie. Dans un État totalitaire, c'est différent. Il y a en fait une police secrète gratuite constituée de tous les citoyens et les acteurs sociaux qui ont adhéré à l'hypnose de masse. Par exemple, dans l'Allemagne de l'Est, relève Desmet, on a observé, après la chute du régime communiste, qu'à peu près 30% de la population avait livré des informations à la Stasi. Vous imaginez, 30% de la population allant jusqu'à dénoncer des membres de leur famille, en sachant les risques que cela faisait courir. Et c'est pour cela que c'est tellement difficile à combattre. Voyez ? C'est vraiment une diffusion dans le corps social. Et Dieu sait si on l'a vu pendant la crise Covid. Toute une caste de journalistes, évidemment payés, influencés, manipulés à cette fin, se sont lancés corps perdus dans la bataille pour dénoncer, pour désigner tous ceux qui osaient penser différemment et notamment rappeler quelques principes de santé publique. On l'a vu récemment avec la situation de Jacques Beau, que j'ai abordé dans une précédente émission. Voilà un colonel ex-analyste des services de renseignement qui a coopéré avec l'OTAN en Ukraine, qui connaît la situation mieux que personne et qui cherche juste à rappeler un certain nombre d'éléments en disant « je ne suis pas pro-russe ou pro-ukrainien, je ne suis pas pro-Poutine ou pro-Zelensky, moi mon travail c'est d'essayer d'établir les faits avec un certain degré de précision ». On voit qu'aujourd'hui il est déchu même du droit de se nourrir par une décision de l'Union européenne. Alors évidemment, nous sommes dans une tentation totalitaire. Il importe de clarifier ce point. Sommes-nous dans un régime totalitaire actuellement en Europe ? Pas encore. Toutefois, nous sommes dans une tentation totalitaire
qui s'est manifesté dans des événements et des situations concrètes qui sont de l'ordre du totalitarisme. Ce qui arrive à Jacques Beau, mais il n'est pas le seul. On peut penser à Xavier Moreau, on peut penser à d'autres, et puis à Rainer Fulmich, bien sûr. Enlevé au mépris de toutes les lois d'extradition au Mexique, il ne trouvait plus son passeport, il est allé au consulat allemand, on l'a coffré, on l'a mis de force dans un avion, ce qui était totalement illégal. Il s'est retrouvé en Allemagne accusé de choses abracadabrantesques. Le procureur qui a analysé le dossier a dit « mais il n'y a pas de quoi incarcérer ce monsieur, je vais le faire relâcher ». Que s'est-il passé? On a changé le procureur pour trouver un jeune zélé qui voulait se payer des galons à bon compte et résultat des courses, maître Fulmich. Alors que tout l'acte d'accusation se résume à des éléments totalement légaux qui avaient été convenus avec ses associés et le cabinet fiduciaire qui s'occupait de leur affaire se retrouve à l'ombre pour plusieurs années. Là, on est dans des situations de totalitarisme effectif, comme on l'est avec notamment la sanction jamais prononcée qui sévit d'ostracisation, de stigmatisation, par exemple à l'encontre de personnes comme le docteur Louis Fouché, il en a parlé sur ma chaîne, alors même qu'il n'a jamais eu le moindre problème dans l'exercice de ses fonctions professionnelles comme médecin anesthésiste réanimateur, il est actuellement barré de toute possibilité de travailler dans un quelconque hôpital français, parce qu'alors même que son dossier est excellent, les chefs du personnel ou la direction va voir sur Internet et dire « Oh non, non, il a parlé contre la politique sanitaire du Covid », mais ce qui est juste devrait être un élément profondément choquant. Le propre d'une démocratie, par comparaison ou par contraste avec un système totalitaire, c'est qu'on peut y parler sans encourir de conséquences. Autre contribution fondamentale de Desmet, c'est les conditions d'émergence du totalitarisme. Parce qu'en fait, ça ne sort pas n'importe où, n'importe quand. Et une société, pourrait-on dire, qui est relativement saine, à la fois dans son principe, mais aussi dans le sens de la santé des individus qui la composent, détient une certaine immunité face à ce genre de dérive. Et Desmet analyse très très finement, à mon sens, et je parle évidemment en tant qu'anthropologue, 4 conditions nécessaires comme terreau d'un phénomène totalitaire. Le premier, c'est celui de l'atomisation sociale. C'est un phénomène décrit dès le XIXe siècle par Hegel. Il y a des chiffres variables, mais des études d'opinion ont montré qu'aux États-Unis, jusqu'à 60% des personnes s'identifient comme étant dans un état critique de solitude. On peut être solitaire par choix, ou bien on peut être solitaire parce que dans un état de solitude, parce qu'on se sent exclu ou qu'on n'a pas suffisamment accès à des possibilités d'interaction avec les autres. Et donc, certaines enquêtes montrent qu'on est actuellement dans un sentiment de solitude particulièrement élevé, 40 à 60%, 20% sévère, à tel point qu'au Royaume-Uni, en 2018, Theresa May a nommé un ministre de la solitude, en disant que 9 millions de Britanniques étaient concernés. Vous voyez, ça n'est plus anecdotique et ça ne dépend plus de la psychologie individuelle. Aux États-Unis, en 2023, le Surgeon General, c'est-à-dire le ministre de la Santé, enfin le médecin en chef pour être précis, a déclaré la solitude épidémie de santé publique. Ouais, bon, c'était aussi après que les mesures Covid soient passées par là, accessoirement. Deuxième élément, c'est la perte du sens de la vie et en particulier du travail. Alors, je reviens sur cette expression rendue populaire par David Graeber, l'anthropologue, sur les bullshit jobs. Bullshit jobs, c'est des boulots qui en fait ne servent à rien. Dans une société, vous avez ceux qui produisent, ceux qui créent, les agriculteurs, les ébénistes, les ouvriers, les gens qui travaillent dans le bâtiment, puis bien sûr également des créations au sens culturel et social. Des artistes, des musiciens, bien sûr, des cinéastes créent quelque chose pour le collectif. Et puis vous avez des professions qui en réalité ne servent à rien. On occupe les gens pour dire qu'on fait quelque chose, on crée des normes à n'en plus finir, qui ne servent à rien, qui n'améliorent rien, et puis avec de nouveaux métiers qui se créent pour surveiller le fait que les gens se soumettent bien à des normes qui ne servent à rien. Et donc David Graeber est sorti avec ce concept de bullshit job. Au fond, c'est une activité professionnelle que vous avez, non pas parce que ça a été le choix d'un métier, mais parce que vous avez besoin d'un emploi et de ne pas être au chômage ou à l'assistance, mais dans les faits, vous n'y trouvez pas d'intérêt et ce travail n'a pas de sens pour vous.
probablement le meilleur processus maïeutique qu'on puisse faire face à l'activité professionnelle, c'est si vous n'aviez pas besoin de cela pour vivre, par exemple vous gagnez à la loterie, est-ce que vous continueriez à faire le travail que vous exercez ou est-ce que vous seriez trop content de pouvoir arrêter? Alors les chiffres réels sont contestés, mais enfin c'est au moins entre 30 et 60% de la population qui ne trouve pas son compte dans son métier et fait un boulot dont elle sent qu'il n'a en réalité pas d'utilité collective. Et vraiment, ce concept est venu décrire quelque chose de très important. Ensuite, il y a l'anxiété flottante, ce qu'on appelle free floating anxiety. C'est quoi? C'est quand il y a une angoisse dans le corps social, c'est-à-dire que les gens vont mal, ils sont angoissés. Alors le fait d'avoir perdu le sens de ce qu'on fait, le fait d'être dans une atomisation sociale, dans une perte des liens, tout ça, bien sûr, ça amplifie une condition d'anxiété qui est intrinsèque chez l'être humain, mais tout d'un coup, les gens se retrouvent comme ça dans des états anxieux et stressés très fréquents, sans comprendre pourquoi ils y sont. Ils ne font pas le lien entre le fait qu'ils n'ont plus assez de liens sociaux et l'anxiété qu'ils ressentent. Ils ne font plus de lien entre le fait qu'ils font un travail qui ne sert à rien, si on regarde les choses un peu objectivement, et qu'ils ressentent cette angoisse. Et donc il y a cette angoisse diffuse, flottante, qui se traduit bien sûr, notamment dans les marqueurs de consommation de médicaments psychotropes, les anxiolytiques, les somnifères, les antidépresseurs. Et puis, cette angoisse, elle travaille le corps social, vous voyez. Et c'est là où intervient le quatrième élément de la cristallisation, c'est quand tout d'un coup, il y a une propagande qui vient désigner un ennemi irréel au besoin, en disant « mais voilà ce qui vous met en danger, et voilà ce qu'il faut faire pour mettre en échec ce qui vous met en danger, virus plus confinement, voilà, c'est objet plus stratégie, et à ce moment-là, cela fixe l'anxiété, immédiatement. C'est-à-dire que la personne n'a plus à vivre avec cette angoisse diffuse, indéfinie. C'est angoissant de ne pas savoir de quoi on souffre alors qu'on observe qu'on souffre de quelque chose. Et donc on fixe immédiatement l'angoisse en disant « mais regardez, c'est le virus, c'est les complotistes ». Combien nous a-t-on dit, vous les complotistes? Complotistes, oui, on est au courant du fait qu'il y a de la corruption dans le monde. Peut-être qu'on peut y réfléchir. Mais les complotistes sont les alliés du virus. Ce sont eux-mêmes des virus. Or, que faut-il faire des virus? Il faut les mettre à distance ou les exterminer. Vous voyez la chaîne du totalitarisme qu'on a déjà nommée. Et ça, c'est un processus redoutable. C'est comme ça que tous les chefs totalitaires capitalisent sur ce mal-être collectif, ce qui nous rappelle au besoin que l'être humain n'est pas d'abord rationnel, il est d'abord émotionnel. Donc on cherche un narratif qui gère l'angoisse. Beaucoup plus, pour la plupart des gens, ceux qui n'ont pas construit une ossature de personnalité et de pensée suffisante, on ne cherche pas un narratif véridique, qui décrit de manière probante ce qu'on observe, ou qui en tout cas formule des hypothèses intéressantes. Non, on cherche un narratif qui va gérer l'angoisse. Ah, ces antivax, c'est un danger pour la société. Et tous ces gens qui soutiennent Poutine, avec tous les horreurs qu'il fait, Zelensky est un héros. Les pharma nous protègent. Heureusement que les politiques sont intervenus en tapant du poing sur la table. Voyez, tout cela colmate, et permet de gérer l'angoisse avec le sentiment de participer à une bataille héroïque collective. Parce que cette connexion perdue avec les autres, on la retrouve en apparence. Quand on gueule tous contre les antivax, ou les gens de droite, soutiens de Poutine et antisémites au passage, il y a une cohésion sociale qui se retrouve en apparence. En apparence, parce que le réel, c'est qu'il y a une solidarité envers le collectif et la masse, mais ça n'est pas un mouvement d'amour entre les individus ou de solidarité entre les individus. C'est cette dimension de masse qui s'est substituée à la dimension personnelle, interpersonnelle, réellement humaine. Alors, le point final de l'analyse de Desmet, c'est comment est-ce qu'on sort de ça ? Et il défriche quelques perspectives qui me semblent à la fois justes mais également utiles. À nous qui avons compris grosso modo de quoi il s'agit et qui regardons ça avec quand même une certaine consternation. Le grand remède, selon Desmet, c'est la parole sincère. Ce qui ne marche pas, c'est la violence.
ça alimente la propagande, ça justifie la répression. Et Dieu sait si on l'a utilisé. Un médecin cantonal roman s'est plaint de la haine sur les réseaux en ligne. Il n'a pas réfléchi à quel point la caste dont il fait partie a fait preuve de brutalité, de violence, de tout ce que nous avons décrit ici, et donc de haine envers la population. Vous voyez, le problème, c'est toujours l'autre. Mais toujours est-il que quand on entre en symétrie dans la violence, en répondant à la violence institutionnelle et étatique par une violence physique ou même verbale, eh bien, on justifie la répression. On permet au camp d'en face de s'enfoncer encore plus dans ses convictions. Dans une tyrannie, vous pouvez chercher à éliminer les dirigeants. Oui, une fois que Kadhafi tombe, le système libyen, il est fini. Mais dans le totalitarisme, ça ne marche pas parce que le système se reconstitue de lui-même. On voit par exemple la propension des États-Unis à semer la guerre et la désolation à travers le monde. Quel que soit le président, les choses continuent. Certains espèrent qu'avec Trump, ça soit différent. Bon, les récents exemples du Venezuela, de ce qui s'est passé à Gaza et tout, n'insistent pas à un excès de confiance, mais enfin, il y a des hypothèses disant que peut-être il y a quelque chose derrière, nous verrons. Mais toujours est-il que pour l'instant, le système est tellement dense et tenu que ça ne dépend absolument de personne. Et on a vu pendant la crise Covid comment les pires dirigeants occidentaux, ma foi, ont simplement été remplacés à un moment donné par autrui. Boris Johnson, Justin Trudeau, la première ministre néo-zélandaise, Macron. Macron va partir. Qui croyez-vous qu'il y aura à sa place dans l'état actuel de ce qui façonne les décisions politiques en France? Et ce n'est évidemment pas la volonté populaire. Alors si tout ça, ça ne marche pas, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des choses qui marchent. Et la première, selon Desmet, c'est la parole sincère, qui n'est pas agressive et qui, ça c'est très intéressant, ne cherche pas à convaincre. L'essentiel, dit Desmet, ça n'est pas de convaincre, c'est de témoigner. Parce que les chiffres aujourd'hui, dans la population, la répartition est à peu près la suivante. 20 à 30% sont complètement hypnotisés, ils sont même devenus enragés ou ils sont capables de l'être. Mais il y a 70 à 80% de la population qui n'est pas hypnotisée. Mais dans ces 70 à 80%, vous avez un gros ventre mou amorphe de gens qui suivent le mouvement. Il n'y a guère que de 1 à 10% de la population qui ose parler publiquement en disant « je ne suis pas d'accord ». Je ne vois pas ça comme ça. Je trouve qu'il est anormal de supprimer tout débat. Je trouve qu'il est anormal de brandir des étiquettes pour disqualifier des arguments. Et ce que souligne Desmet, à la lumière d'une analyse de ce qui s'est passé pendant la révolution bolchevique sous Staline, mais aussi sous Hitler en Allemagne, c'est que il est crucial pour empêcher la dérive totalitaire de tout embarquer, pour empêcher le stade ultime où les exterminations se déroulent, de garder cette parole dans l'espace public. Et effectivement, historiquement, en URSS, dans les années 30, la résistance est passée dans la clandestinité. 6 mois après, les purges et les destructions de masse ont commencé. En Allemagne, 1935, même schéma. C'est-à-dire qu'au moment où les démocrates et les humanistes constatent que la partie est perdue, ils entrent en clandestinité, et ce qui est une très grosse erreur, parce que cela laisse le champ libre au totalitarisme. Et Desmet prend d'autres exemples et contextes socio-historiques pour montrer que lorsque les voix se sont maintenues, le stade destructeur n'a pas été atteint. Et donc lui pense que continuer à s'exprimer de manière polie, de manière calme, de manière déterminée mais aussi inébranlable, c'est vraiment la clé. Une parole sincère venue de l'âme, c'est cela qui fait tenir l'ossature du monde. Alors bien sûr, nous en subissons tous les conséquences. Louis Fouché ne peut plus travailler dans les services de réanimation des hôpitaux. Moi-même ai été banni de la sphère des médias mainstream où je m'exprimais souvent, des systèmes de santé publique où j'ai créé de très nombreux dispositifs. Qu'à cela ne tienne, nous changeons de route, nous allons voir ailleurs, nous créons des médias indépendants, nous faisons vivre des propositions en santé différentes. J'ai le bonheur de collaborer depuis une dizaine d'années avec une des principales équipes de recherche en neurosciences appliquées aux États-Unis. Qu'est-ce que je fais? Je diffuse des programmes de formation aux neurosciences appliquées qui sont exactement ce dont nous avons besoin pour entretenir notre santé, notre courage et notre liberté, notamment de dire les choses,
De nouveau, courtoisement. Il ne s'agit pas d'aboyer, il ne s'agit pas d'injurier, mais il s'agit de dire non. Des études falsifiées, ou en tout cas à très haut risque de l'être, produites par l'industrie pharmaceutique, ne sont pas à prendre pour argent comptant. Il est scandaleux que vous ne donniez pas les fichiers comparatifs des personnes vaccinées et des personnes malades ou étant mortes en France, parce qu'un simple recoupement permettrait d'y voir clair. Vous voyez, ce sont des positions de fermeté. Alors la bonne nouvelle en conclusion, c'est que les formations de masse sont par ailleurs intrinsèquement autodestructrices. Parce qu'il n'y a pas de frein, et comme Ariane Biran l'avait bien vu, il y a une pulsion paranoïaque à l'intérieur de ces mouvements. Elles finissent toujours par se détruire, tôt ou tard, et c'est là que se pose la question. Beaucoup de personnes me répondent « Oui, mais bon, en URSS, ça a duré 80 ans, donc c'est sympa de savoir qu'ils vont s'autodétruire, mais s'ils pouvaient un petit peu se dépêcher, ou on pouvait favoriser le mouvement, ça serait peut-être mieux. » Et effectivement, c'est l'enjeu. C'est qu'elle s'effondre avant de détruire les dissidents et avant de verrouiller la société dans un système totalitaire. Mais repérons, pendant le Covid, on était à 2 doigts qu'il soit décidé d'envoyer les armées dans les écoles. Louis Fouché l'a répété lors de son entretien avec Mathias Desmet. On était à 2 doigts de la vaccination obligatoire des enfants. En Suisse, actuellement, des cantons réfléchissent à prévoir dans la loi des obligations vaccinales avec jusqu'à 100 000 francs suisses d'amende pour ceux qui refuseraient de soumettre leur corps au biopouvoir. Des camps pour les non-vaccinés ont été prévus, les plans existaient dans différents pays. Donc vous voyez, les manifs, les chants, la musique, les collectifs, les protestations, tout cela, les pétitions, ça n'a pas été inutile. On a eu cette impression que c'était inutile parce que ça n'a pas inversé la dérive totalitaire, mais ce que dit Mathias Desmet, c'est qu'au contraire, c'est cela qui a permis que ça n'aille pas plus loin. Alors pour conclure, Desmet, mais vraiment j'aime beaucoup, je suis très admiratif de son travail. Bien sûr, on n'est jamais d'accord à 1000% avec qui que ce soit, ça serait suspect, mais je les ai tous lus et j'ai approfondi ma réflexion grâce à leur contribution avec beaucoup de gratitude et de reconnaissance pour leur production. Et Desmet souligne quelque chose à mon sens de très juste, c'est que la solution au totalitarisme, c'est aussi une solution au matérialisme. Car nous ne sommes pas des êtres matériels, nous ne sommes pas des postes de charge de coûts et de revenus individuels dont il faut faire l'équation pour savoir si nous avons le droit de vivre. Nous sommes des êtres spirituels et éthiques avant tout. La question du matin, c'est pas comment est-ce que je peux me comporter de la manière la plus intelligente aujourd'hui. C'est comment est-ce que je peux essayer de me comporter de la manière la plus juste. La manière, vous connaissez la formule, hérité des philosophes grecs, mais aussi des pères de l'Église, comment est-ce que je peux aujourd'hui cultiver le beau, le bon, le juste et le vrai? Et c'est vraiment de cette éthique que nous avons tellement besoin. Le bien commun doit primer et le bien commun doit veiller à ne pas s'asseoir sur le bien des individus. Nous avons besoin de dirigeants intègres, de dirigeants courageux. Il y en a assez de cette élite, de ces élites en faillite, comme l'ont nommé Maffezoli et Helen Stroll, qui aujourd'hui ne tiennent plus aucun engagement vis-à-vis de la collectivité et même du sacré, j'ai envie de dire. Et donc, Desmet rappelle que le premier principe éthique, c'est la parole sincère. La vulnérabilité permet d'avoir une connexion vraie à l'autre. La vulnérabilité, c'est l'antidote à la solitude. Tant que je vous dis, je suis le caïd, j'ai tout compris, vous devez m'obéir, je sais ce qu'est la science, je détiens la vérité, il n'y a pas de connexion authentique possible. La vulnérabilité permet la connexion vraie, c'est l'antidote à la solitude. Et comme l'a dit quelqu'un bien avant moi, la vérité vous rendra libre. Pas une vérité absolue, mais une vérité de cette authenticité, de cette sincérité. Alors que faire ? Eh bien, continuez à vous exprimer, et notamment à exprimer votre soutien à tous ces dissidents dont je vous présente les profils au cours de cette série. Nous irons voir Patrick Provost au Québec prochainement, un universitaire remarquable, un très grand chercheur, vraiment un virtuose dans son domaine, notamment de biologie génétique. Et parce qu'il a osé soulever des objections parfaitement légitimes quant aux campagnes d'injection génique expérimentale, eh bien c'est fait, mais ostracisé, licencié par son université. Alors, la Société des professeurs a réagi en disant c'est totalement anormal, mais pas au point de mouiller leur chemise. Je rappelle que dans un
un contexte qui voit s'être levé un vent totalitaire, la plupart des gens se comportent malheureusement avec relativement peu de courage. Je vous donne rendez-vous bientôt pour la poursuite de ces explorations. J'en profite pour remercier une nouvelle fois les abonnés et donateurs de cette chaîne. Merci, merci, merci. Toutes les contributions que vous me donnez et que vous donnez aux autres médias indépendants permettent que continue ce travail de dire les choses haut et fort, une parole sincère, une parole forte. Tant que nous serons en mesure, par solidarité entre nous, de faire vivre cela, nous empêcherons, selon les théories de Desmet, et il me semble qu'elles sont justes, le fait que la dérive totalitaire aille plus loin, parce que plus loin, ça serait franchement grave. Exprimez votre soutien à Jacques Beau, exprimez votre soutien à Xavier Moreau, à tout le monde. On n'a pas besoin d'être d'accord avec eux, on n'a pas besoin de partager leur analyse. Il suffit de défendre le côté inaliénable du droit à une parole libre dans nos sociétés.